environ 80% des emplois vont avoir au minimum l'interaction dont je parlais précédemment entre le système 2 et le système 1 et qu'au fur et à mesure qu'on est soumis à un environnement et à une tâche, on va pouvoir modifier notre mémoire procédurale, d'essayer d'établir un nouveau raisonnement et de changer son système 1, sa mémoire procédurale. Le service cognitif, clairement, il remplace des choses que nous humains on faisait. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne présente même plus de ChatGPT puisque c'est une application qui s'est répandue bien plus vite que Snapchat, bien plus vite que TikTok, bien plus vite qu'Instagram. C'est l'application qui a été adoptée dans le plus de domaines massivement en une période de temps aussi courte. Les utilisations de ChatGPT sont énormes et elles impactent tous les domaines. Ce qui nous permet de nous demander clairement l'impact que cela va avoir sur le travail de demain, sur les emplois qui vont devoir changer, sur les tâches qui ne seront plus des tâches réalisées par les humains, ou en tout cas qui seront des tâches simplement réalisées en collaboration avec des humains. Ça nous pose toutes ces questions-là et surtout ça nous amène à réfléchir à quelle est l'interaction que l'on va avoir avec l'intelligence artificielle, quel sera son rôle dans le monde du travail de demain. Et particulièrement dans cette vidéo, je vais m'intéresser au rôle cognitif que l'intelligence artificielle va jouer et pourquoi est-ce que la révolution qu'on est en train d'observer, c'est surtout sur le monde du travail, c'est une révolution cognitive. À la différence des dernières révolutions qu'on a pu connaître sur le monde du travail, je pense notamment à la révolution industrielle, la révolution d'Internet, c'est des périodes qui ont changé complètement la manière dont on travaille et les secteurs sur lesquels on travaille. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle période et c'est important d'établir le bon framework de pensée pour pouvoir correctement envisager les différentes possibilités qui vont s'offrir à nous grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, lorsque je parlerai de ChatGPT, ce sera surtout un raccourci dans mon vocabulaire. Je pourrais également employer le mot modèle pour référer à ChatGPT ou plus généralement, l'ensemble de mon discours s'applique également à d'autres types de modèles de langage. Je parle plus particulièrement des LLM, des Large Language Models, mais ça s'applique également à tous les modèles fondamentaux. Ce qu'on appelle des modèles fondamentaux, c'est ces modèles qui vont être capables de comprendre différentes modalités avec ce niveau d'intelligence qu'on observe aujourd'hui chez ChatGPT. Ça peut être un niveau de compréhension sur le texte, comme ChatGPT s'est fait connaître, mais également un niveau de compréhension sur les images. Et ça, c'est ce qu'on appelle des modèles fondamentaux. Une question que l'on m'a posée qui est assez pertinente, qui est: est-ce que la révolution qu'on est en train de voir sur le monde du travail avec ChatGPT est similaire à la révolution qu'on a pu observer sur le déploiement d'Internet? En réalité, il y a une subtilité qui est assez importante à comprendre, c'est qu'en fait, au moment de la révolution d'Internet, on a surtout observé une transition vers un nouveau secteur qui existait déjà, qui était le tertiaire, mais qui s'est massivement déployé grâce à Internet, avec énormément de nouveaux services qui ont été créés. Ce que ça a demandé à ce moment-là, c'est de former correctement les gens à ces nouveaux métiers qui arrivaient. On a eu une création de valeur massive grâce au déploiement d'Internet. Ici, on est sur quelque chose qui est légèrement différent, puisqu'on n'est pas en train, avec la révolution de ChatGPT, de créer un tout nouveau secteur. C'est toujours le même secteur, le secteur du service, le secteur du tertiaire dans lequel on est. Par contre, ici, on est sur une création assez différente. ChatGPT, en fait, la manière dont on peut le voir, c'est comme si c'était un nouveau CPU. Un CPU, ça effectue une série d'opérations, de calculs. En fait, ChatGPT effectue en lui-même une série de calculs. La grosse différence, c'est qu'il est capable de décider lui-même des opérations qu'il va effectuer, sachant ce qu'on va lui demander. Et pourquoi est-ce qu'on peut assimiler ça à un CPU? Parce qu'il va se retrouver dans l'ensemble des applications qui sont aujourd'hui déployées. Si bien que l'ensemble des applications que l'on utilise aujourd'hui, en réalité, sont, à l'heure à laquelle on parle, ces applications aujourd'hui sont obsolètes parce qu'elles n'utilisent pas les dernières technologies d'interprétation du monde. ChatGPT fournit cette nouvelle technologie et c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est comme un nouveau CPU, sauf qu'aujourd'hui c'est un CPU complètement intelligent qui est capable de calculer lui-même ses sorties pour répondre à un besoin concret. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la manière dont toutes ces applications vont devoir évoluer, c'est qu'elles sont forcées aujourd'hui d'évoluer. Elles vont rester obsolètes et dans ce cas-là, elles vont être rattrapées par un concurrent qui utilisera cette nouvelle manière de fournir le service en utilisant ces nouveaux modèles, soit elles vont devoir être forcées à évoluer pour fournir le même service qu'elles fournissaient déjà, mais différemment, en mieux, avec beaucoup plus d'automatisation dans la manière de fournir ce service. C'est pas seulement la manière même aussi de fournir le service, mais c'est aussi
une manière de le créer. C'est comment est-ce qu'on va réellement le créer. Et même ce processus-là de création du service est en train d'évoluer. La programmation et la manière dont on va développer des applications est en train d'évoluer. Créer un site web va bientôt devenir une vraie commodité. Créer des applications sur un ordinateur ou sur un téléphone, ça va devenir une commodité, ça sera accessible au plus grand nombre, ce qui fait d'ailleurs que ça va complètement changer le processus de création, hein, où la valeur même, ce sera plus, ou en tout cas moins, sur ces aspects techniques qui deviendront une commodité, mais beaucoup plus sur le raisonnement, l'idée que l'on va vouloir créer et comment est-ce qu'on veut vraiment, quel service est-ce qu'on va vouloir fournir. Donc on va avoir une mise à jour de l'ensemble de ces services. On aura également des nouveaux services qui vont émerger, des applications qui n'étaient pas possibles à réaliser avant ou qui étaient réalisées par des humains, et ces services seront maintenant fournis et automatisés directement par ces modèles. Et donc ce qu'on observe, c'est que ce nouveau CPU déployé, en réalité, ce qu'il fournit, c'est un service cognitif. C'est un service cognitif massivement déployé et accessible à tous. Le service cognitif, clairement, il remplace des choses que nous, humains, on faisait. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ou en tout cas, c'est pas ce que j'insinue ici. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a maintenant un service qui est capable de fournir beaucoup plus cognitivement que l'on était capable anciennement avec des programmes informatiques. Les programmes informatiques qu'on développait étaient capables d'effectuer des tâches précises. Aujourd'hui, on a un système cognitif qui est capable d'effectuer une série énorme de tâches tout en étant déployé sur l'ensemble de ces domaines d'un seul coup. Certains parlent aujourd'hui d'intelligence artificielle générale. Il y a des débats là-dessus, on en parlera. On ne fera pas forcément ce débat dans la vidéo, mais quoi qu'il en soit, ce système cognitif a cette capacité à généraliser à l'ensemble des métiers, ou quasi l'ensemble des métiers, et d'impacter massivement le monde du travail. Si l'ensemble de ces modèles et ChatGPT mettent en effet à disposition un nouveau type de service qui est un service cognitif, il est important de comprendre quelle partie explicitement de la cognition est-ce qu'on a accès grâce à ces services, parce que c'est ça qui pourra nous permettre de savoir quel type de métier sur lesquels on va devoir se focaliser demain et quel type de métier va tendre au fur et à mesure à être complètement remplacé par ces nouveaux types de services. Pour pouvoir répondre à cette question, il y a le livre de Daniel Kahneman, Think Fast and Slow, qui nous décrit deux types de pensée, ce qu'on appelle le système 1 et ce qu'on appelle le système 2. Le système 1, c'est tout ce qui relève de la pensée intuitive, tout ce qui relève même d'un réflexe ou tout ce qu'on a déjà appris par rapport à un domaine. On va être capable de le restituer de manière procédurale en utilisant d'ailleurs la mémoire procédurale. On a par exemple, lorsque vous apprenez à faire du vélo, vous savez exactement, ça devient intuitif de le faire, vous n'avez plus besoin de vous concentrer, vous utilisez simplement de la mémoire motrice pour le coup, ou vous allez simplement exécuter une série d'actions musculaires dans un ordre précis, mais sans avoir à vous concentrer explicitement sur ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes en train d'écrire un texte, c'est exactement la même chose. Si vous faites de l'écriture manuscrite, la position même de votre main, vous n'avez même pas à y penser. C'est le cas pour d'autres tâches qui ne sont pas forcément des tâches motrices, c'est aussi le cas par exemple pour des tâches plus cognitives, par exemple conduire. Alors même si cela inclut de la mémoire motrice, mais ça fait partie même de la mémoire procédurale qui a un rôle là-dedans à jouer. Même l'analyse de la scène, lorsque vous allez visuellement regarder ce qui se passe autour de vous, vous êtes capable de conduire pour vous rendre d'un point A à un point B sans avoir à penser à ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est le système 1 et c'est majoritairement la mémoire procédurale ici qui va rentrer en jeu. Le système 1, c'est donc ce cas où vous êtes capable de conduire sans avoir même à y penser, vous êtes capable de parler en plus à la personne qui est à côté de vous sans problème et de penser à ce que vous allez manger demain le midi. Le système 2, lui, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez à vous perdre, vous vous arrêtez, vous regardez autour de vous, vous éteignez la radio, vous vous concentrez, vous regardez un peu les différents éléments et vous prenez une décision. Ça, c'est le système 2. Ça va impliquer d'autres types de mécanismes cognitifs, de la mémoire de travail dans un premier temps. Vous allez recueillir les différents éléments que vous avez autour de vous. La mémoire sémantique, la mémoire épisodique. Mémoire épisodique, par exemple, vous allez essayer de vous rappeler de si vous êtes déjà passé par là une première fois, et donc vous allez essayer d'avoir un raisonnement logique sur quelle décision prendre explicitement pour pouvoir retrouver votre chemin. Ça, c'est le système 2 de pensée. C'est un système 2 qui est assez important, mais bien entendu, c'est toujours l'interaction entre ce système 1 et le système 2 dont on a besoin dans notre vie de tous les jours.
Un exemple assez frappant de la mémoire procédurale, c'est par exemple les expériences qui ont été menées avec un patient, Clive Waring, si je le prononce bien, qui était atteint d'amnésie. Donc il ne pouvait pas créer de nouveaux souvenirs, il n'en était pas capable. Donc c'était justement sa mémoire épisodique, sa mémoire sémantique qui avait été complètement altérée, il ne pouvait plus du tout se souvenir, donc il avait un peu en quelque sorte, dès qu'il faisait quelque chose, il allait complètement l'oublier quelques heures après. Donc il n'y avait pas du tout cette mémoire long terme qu'on retrouve généralement chez les individus. Il avait toujours une mémoire de travail, donc capable quand même d'effectuer des actions, mais ce qui était assez intéressant, c'est malgré le fait qu'il ne se souvienne plus de comment, par exemple, parce qu'il avait appris le piano, il était toujours capable de jouer du piano, il était toujours capable même de gérer un chœur complet. Et donc toutes ces compétences-là, il les avait gardées, et c'est ça ce qui nous permet de faire la distinction vraiment entre la mémoire procédurale, effectuer une action même aussi complexe soit-elle, qu'elle jouer du piano, et former des nouveaux souvenirs et se rappeler de ces souvenirs au fur et à mesure. Ça, il y a vraiment cette distinction entre les deux. Et même pour encore plus comprendre, il y a une expérience encore plus flagrante en psychologie, je trouve, qui reflète un peu cette différence. C'est encore une fois une expérience avec un autre patient, dont pour le coup j'ai pu retrouver le nom, mais en psychologie qui avait été réalisée, donc qui souffrait également d'amnésie. Ici, l'expérience qui avait été faite, c'est de demander à ce patient de dessiner en regardant son dessin dans le miroir. Et donc ça, on peut demander à des patients du coup de faire ce genre d'expérience. C'est assez simple, hein, on met un miroir, on dessine, et on demande au patient de dessiner simplement en regardant dans le miroir. Du coup, l'image est complètement inversée. Et ce qui se passe, c'est que même pour faire des dessins très simples, par exemple comme une maison ou des formes géométriques, la plupart des gens vont avoir du mal au début à effectuer cette action. Et donc c'est normal parce que c'est une action qui n'a jamais été faite. Donc la neuroplasticité qui est nécessaire pour faire en sorte de visuellement faire la relation entre ce qu'on voit et l'action qu'on doit effectuer, l'action motrice qu'on doit effectuer avec notre main, cette neuroplasticité-là n'est pas encore mise en place. Ce qui fait que la plupart des personnes échouent généralement à la première tentative. Par contre, il suffit de 4, 5, une dizaine de répétitions espacées pour pouvoir, au fur et à mesure, être capable de réaliser cette action. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces patients atteints d'amnésie, malgré le fait qu'à chaque fois qu'ils arrivent devant cette nouvelle tâche qu'on leur demande de faire, ils ont l'impression que c'est la première fois qu'ils vont la faire. Donc ils n'ont pas de souvenir explicite de cette tâche. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ce patient atteint d'amnésie était capable au fur et à mesure de s'améliorer, même s'il avait l'impression de faire la tâche pour la première fois. Ce qui montre bien qu'il y a une interaction quand même entre le fait de charger cette tâche dans notre état mental, dans notre mémoire de travail, le fait de le faire, ça va explicitement favoriser la création de cette neuroplasticité qui va permettre l'émergence de cette capacité de dessiner en regardant dans le miroir. Et donc c'est bien cette interaction-là qu'on observe entre la mémoire de travail, le système 2, ici, et le système 1, et donc la mémoire procédurale qui va ensuite être capable d'effectuer cette action de manière complètement automatique. Maintenant que j'ai présenté ces deux systèmes de pensée, système 1, système 2, on peut se demander, les modèles tels que ChatGPT, quel système est-ce qu'ils utilisent et quels processus mentaux sont vraiment à l'œuvre lorsqu'ils vont effectuer une tâche précise. Alors, il faut savoir que déjà, c'est forcément un raccourci de pensée, ou plus on peut considérer que c'est une analogie, puisqu'il est assez compliqué de dire que ChatGPT est un système cognitif. On peut le dire en raccourci de pensée, en analogie, et directement assimiler la manière dont ChatGPT fonctionne à un système cognitif, c'est également un raccourci, et donc je vais tenter quand même malgré tout ce raccourci, mais il faut savoir que c'est quand même une approximation qui est réalisée ici. Mais si on devait en tout cas choisir un système cognitif plus proche de ChatGPT, probablement qu'on pourrait l'associer à la mémoire procédurale. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que ce type de modèle, il repose sur des architectures qu'on appelle des transformers. Ces architectures, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'ai réalisé quelques vidéos pour ceux qui aimeraient creuser ces mécanismes. Mais l'idée ici, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la mémoire procédurale ? C'est parce que les poids, donc la valeur des neurones de ce réseau, on les appelle réseaux de neurones, c'est des réseaux de neurones artificiels, contrairement aux réseaux de neurones biologiques, mais en tout cas la valeur même de ces poids est fixe. Il y a des subtilités dans ce réseau de neurones, mais dans les architectures Transformers, dont on parlera juste après, mais en tout cas
poids appris, donc les paramètres, les résultats des paramètres et donc l'état des neurones artificiels qui sont utilisés sont fixes. Le fait qu'ils soient fixes, ça veut dire que si on fait une analogie avec le cerveau humain, ça veut dire qu'on n'a pas de neuroplasticité à proprement parler. L'interaction dont je parlais précédemment entre le système 2 et le système 1 et qu'au fur et à mesure qu'on est soumis à un environnement et à une tâche, on va pouvoir modifier notre mémoire procédurale pour modifier notre état neuronal pour ensuite faire en sorte d'effectuer la tâche plus facilement. Cette interaction-là, ce n'est pas explicitement possible dans ce réseau de neurones puisque les paramètres dans ce modèle qu'est ChatGPT, parce que les paramètres sont fixes. On pourrait dire que ChatGPT est simplement capable de mémoire procédurale. Il a appris l'ensemble des règles de la logique et est capable de les restituer pour une tâche donnée lorsqu'on lui demande. Il est également, dans un sens, capable de mémoire sémantique, de mémoire épisodique, même si, bien entendu, il n'est pas parfait là-dessus. ChatGPT, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été notées sur les faits qu'il pouvait restituer, mais tout comme un humain peut également faire des erreurs dans les faits qu'il a stockés, ce qu'il pense être vrai et ce qu'il pense être faux. Par contre, cette capacité de passer en système 2, c'est-à-dire de regarder à un moment donné son environnement et d'essayer d'établir un nouveau raisonnement et de changer son système 1, sa mémoire procédurale, grâce à une boucle rétroactive, ce système-là 2 n'est pas explicitement, ou ne serait pas explicitement accessible, en tout cas au jour d'aujourd'hui, par des modèles tels que ChatGPT. Sachant ces éléments, des métiers qui utilisent majoritairement la mémoire procédurale, par exemple le métier de graphiste, lorsqu'on est sur notre logiciel et que l'on va commencer à peindre, faire des graphismes, changer les couleurs explicitement, l'ensemble de ces tâches peut être associé à la mémoire, peut à un moment donné être associé à la mémoire procédurale et donc est voué à être remplacé par ce type de modèle. En tout cas, c'est clairement ce qu'on observe aujourd'hui de manière assez évidente. C'est également le cas pour les développeurs, les personnes qui programment. À partir du moment où c'est un programme suffisamment simple pour être assimilé par la mémoire procédurale, c'est le genre de programme qui va pouvoir être remplacé par ces modèles. La question a ensuite une strate supérieure, c'est est-ce que par exemple, à la différence d'un artiste, est-ce qu'un directeur artistique ou un manager artistique ou par exemple un directeur technique dans une entreprise pourrait être remplacé par ChatGPT ou par ce type de modèle. C'est le type de modèles fondamentaux. Ici, c'est un peu plus subtil. On s'attend simplement à effectuer un plan déjà connu, utilisant la mémoire procédurale, simplement en se disant voici le contexte actuel et donc ce type de modèles fondamentaux vont nous dire voici l'ensemble des actions à faire. Mais, et c'est là la limite et la raison pour laquelle ce type de métier pour le moment ne pourra pas être directement remplacé, c'est parce que ce qui fait le succès généralement sur le long terme de ce type de métier, ou la réussite en tout cas des actions qu'ils vont prendre, c'est leur capacité à regarder l'environnement au fur et à mesure et de changer la manière dont ils vont prendre leurs décisions. En utilisant énormément de système 2, beaucoup moins de système 1, et en tout cas leur système 1 va au fur et à mesure évoluer pour s'adapter à leur environnement. Cette adaptation même de l'environnement, dans des contextes très précis, c'est ce qui permet à un moment donné de réaliser ces tâches très complexes et cette interaction entre les deux. Ce type de modèle n'étant pas explicitement capable de le faire, ils seront capables que de la première partie, faire de la génération procédurale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que environ 80% des emplois vont avoir au minimum 10% de leurs tâches qui vont pouvoir être automatisées. Environ 19% des emplois auront au moins 50% de leurs tâches qui seront soit automatisées par ces services cognitifs, soit en tout cas impactées. Ils vont devoir changer la manière dont ils travaillent et ce qui laisse sous-entendre que c'est le 1% restant des emplois vont potentiellement être complètement, non pas forcément supprimés, mais en tout cas la manière d'effectuer ce travail sera complètement impactée et devra changer, évoluer. Les personnes vont devoir apprendre à travailler avec ces systèmes cognitifs. Je pense notamment donc développeurs, graphistes, comptables, assistants juridiques, énormément de métiers ici et j'en passe. Ce qui est important ici, c'est de forcément ne pas prendre ça comme un problème en soi pour la société. Je pense que c'est surtout une évolution qu'on est en train de constater et il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est de mesurer la création de valeur qui va être le résultat de ces services cognitifs déployés massivement. Il y aura une nouvelle création de valeur, potentiellement énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître.
Par contre, et c'est là où pour la formation, pour savoir, pour décider dans quel emploi se diriger, il sera important de faire cette distinction cognitive entre est-ce qu'on utilise majoritairement le système 1 ou est-ce que l'on est bien dans un métier où on a besoin effectivement d'utiliser le système 2 parce que c'est ce genre de métier-là qui pourront convenablement interagir avec l'intelligence artificielle et ses systèmes cognitifs focalisés sur le système 1 de pensée et la mémoire procédurale. La question est donc maintenant pour l'avenir parce que ces systèmes évoluent très vite, les évolutions arrivent au fur et à mesure et elles arrivent très très vite, l'amélioration de ces nouveaux modèles. Et donc la question est de savoir est-ce qu'ils vont rester au stade qu'ils en sont aujourd'hui, c'est-à-dire à simplement répliquer la mémoire procédurale de manière très très efficace, potentiellement même plus efficace qu'un humain dans certains cas, ou est-ce que ces systèmes vont être capables de remonter la chaîne de valeur cognitive pour être capables de faire du système 2 et même de s'auto-améliorer automatiquement. C'est une question que j'ai beaucoup envie de traiter, mais on la traitera dans une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.